Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition hebdomadaire du journal de Reflet TV, exceptionnellement préparé par la classe de 4e 2 du collège Charles Péguy. C'est dans le cadre de la semaine de la presse, au collège, que les élèves se sont vus proposer l'écriture et le tournage de différents reportages. Nous avons envoyé 5 équipes tourner un sujet vous présentant un des métiers présents dans la commune. Notre premier sujet s'intéresse à un artiste plasticien dont une série d'œuvres est actuellement exposée à la médiathèque. C'est l'équipe d'Antonin qui est en charge de ce premier sujet. À toi, Antonin. Oui, Marie, je suis en direct avec Morrison depuis l'une des salles d'expo de la médiathèque. Bonjour, Morrison. En quoi consiste votre métier d'artiste ? Je suis artiste plasticien, donc je crée des œuvres à partir de différents matériaux. Quelle qualité faut-il pour devenir artiste ? Pour être plasticien, je pense qu'il faut être déjà créateur, donc il faut avoir de l'imagination. Et puis, la qualité d'artiste aussi, c'est différentes choses. Il y a la partie création, donc la partie atelier, mais il y a aussi la partie développement. Donc il faut proposer ses œuvres à des galeries, à des endroits où on peut les exposer. Il faut rencontrer le public. Donc c'est un tout, c'est un peu comme une petite entreprise. Quels matériaux utilisez-vous pour créer vos œuvres ? Alors, en tant que plasticien, j'utilise à peu près tout ce que je peux trouver, mais bon, en principe, je travaille avec de l'oxyde de fer, je travaille avec de l'acrylique, bien sûr, mais comme support, à peu près tout, aussi bien le métal que le bois, que l'étoile, enfin à peu près tout. Quand avez-vous choisi votre profession ? Disons, ça fait plusieurs années, je dirais depuis l'âge de 20 ans que je crée des petites choses, mais bon là, ça fait maintenant 7 ans que je suis artiste professionnel, donc c'est mon métier, donc je ne fais plus que ça. D'où vous vient votre inspiration ? Pendant longtemps, l'inspiration m'est venue simplement des informations, ne serait-ce qu'un JT à la télé ou un journal. Pendant une longue période, j'étais beaucoup attaché à toutes les libertés, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté des créations. Et puis petit à petit, je me suis tourné vers un autre objectif. En fait, j'ai créé donc une micronation parce que j'avais besoin un peu de me centraliser dans mon travail. Donc c'est une micronation, c'est un pays imaginaire dont j'ai cartographié l'ensemble. Et donc ce pays comporte 13 mégalopoles, donc des villes très grandes, enfin de grands bâtiments, etc. Et c'est avec ça que je travaille. Donc je décline tout mon travail à partir de ce pays que j'ai appelé Regal Park. Et donc toutes les œuvres qui sont ici autour ont donc comme fil rouge Regal Park, la micronation que j'ai imaginée. Combien de temps mettez-vous pour faire une œuvre ? Alors là, c'est très aléatoire, hein. Tout dépend de ce que je veux exprimer, du matériau que j'utilise, de la technique qui est utilisée. Par exemple, l'œuvre qui est ici derrière nous, il faut compter une douzaine de jours, 12-15 jours pour pouvoir faire une œuvre à peu près de cette taille-là. Mais enfin, c'est très aléatoire parce que ça dépend vraiment de la création. Être artiste permet-il de bien vivre ? On ne fait pas artiste pour être milliardaire, hein. Ça, c'est un mode de vie. Et, il ne faut pas s'attendre à gagner énormément d'argent. Mais si on se débrouille bien, on a suffisamment pour vivre comme tout le monde et vivre quelque chose de différent aussi. Quel conseil donnerez-vous à un jeune devant pratiquer ce métier ? Déjà, moi j'ai un parcours un peu chaotique parce que je suis autodidacte, donc j'ai tout fait par moi-même, j'ai fait mes propres recherches, mes propres expériences. Maintenant, un jeune qui veut vraiment se lancer dans l'art, pourquoi pas ne faire une école d'art et puis suivre un cursus intéressant comme ça pour pouvoir arriver à un certain niveau. Surtout que dans les écoles d'art, il y a toujours des circuits qui sont déjà prévus pour les jeunes qui sortent de ces écoles, ne serait-ce que par les FRAC, etc. Donc c'est toujours intéressant de commencer par une école d'art pour pouvoir ensuite avoir un certain niveau. Maintenant, il y a beaucoup d'autodidactes qui réussissent aussi à s'exprimer et à se montrer dans de grandes expositions. Merci Morrison, à vous Marie. Quelles œuvres ! À ne manquer sous aucun prétexte, sachant que la fin arrive à grands pas, soit le 3 avril prochain. Partons à la découverte de la boucherie Au Fumé Lorrain, réputée pour ses viandes et charcuteries alléchantes. Pour ce deuxième sujet, c'est l'équipe de Jules qui a interviewé M. Goré. Oui, Marie, je suis à la célèbre boucherie de Cattenom avec son propriétaire, M. Goré. Comment vous est venue l'envie de devenir boucher ? Déjà étant petit, j'avais toujours envie d'être boucher. Donc ça devait être dans le sang, comme le boucher. Depuis combien d'années exercez-vous ce métier ? Depuis l'âge de 14 ans, donc j'ai 51 ans, donc tu peux faire le calcul. Depuis 37 ans alors. Ça fait 37 ans de métier. Quelle est la spécialité de votre boucherie ?
Ben, nous, on fait beaucoup le jambon fumé, le saucisson lorrain, les tourtes lorraines, les jambons en croûte et plein de plats cuisinés. Combien de kilos de viande vendez-vous par jour? Ben, par jour, en principe, c'est par semaine, on fait à peu près 4 tonnes par semaine. Que faites-vous de la viande non vendue? Ah, et en principe, il ne reste pas de viande non vendue, elle est travaillée du jour au lendemain en charcuterie. Le porc part en salaison, le bœuf part en saucisse à charcuter. En principe, il ne reste pas de viande invendue. Et tous les soirs, le comptoir est défait et refait tous les matins. Donc on travaille au comptoir uniquement de la viande fraîche du jour. À quelle période de l'année avez-vous le plus de monde? Le plus de monde, on a du monde tous les semaines. On a beaucoup de monde au mois d'août pour les barbecues, les choses comme ça, ou alors au fin décembre pour les fêtes de Noël ou pour les fêtes de Pâques. Tout ce qui est fête, il y a du monde. Mais en principe, on a du monde tous les jours. Quel est le nombre d'années d'études pour devenir boucher ou charcutier? Le nombre d'années d'études, il faut passer un CAP, une formation au CFA. Donc on est suivi au CFA en cours théorique et on prend la pratique, on l'apprend en boucherie et au CFA. Ça dure 2 ans l'apprentissage. Et après on peut faire, si on veut pousser, faire un BP ou un autre CAP genre charcutier. Accueillez-vous des apprentis? Oui, on a des apprentis, on a des BP, on a des jeunes en formation professionnelle. Actuellement on en a 4. Merci Monsieur Goré, je vous rends l'antenne. Je vous remercie, bonne journée. Ça donne faim. Passons maintenant à un sujet plus délicat, les pompes funèbres. L'entreprise de Madame Pyrrhus est très connue, mais son métier est de nature plus confidentielle. L'équipe d'Enzo a tourné ce reportage qui est notre 3e sujet. À toi Enzo. Bonjour Marie, je suis en présence de Monsieur Pyrrhus qui va répondre à mes questions sur sa fonction de conseiller funéraire. Alors, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi d'exercer ce métier? Alors j'exerce ce métier simplement déjà dans un souci de continuité parce que c'est une entreprise familiale. C'est mon grand-père qui l'a fondée en 1933. C'était l'un des menuisiers du village de Cattenom. Elle a été reprise par mon père et au décès de mon père, j'ai poursuivi l'activité avec ma mère et ma sœur et nos employés. D'accord. En quoi consiste votre métier? Notre métier consiste dans le fait d'accueillir les familles et d'organiser avec elles les obsèques, comme elles le souhaitent, dans la réglementation qui est en vigueur actuellement. Quelles sont les qualités pour faire ce métier? Je pense que l'une des premières qualités, c'est la disponibilité. On ne peut pas dire on va mettre 10 minutes pour régler un décès. Il faut prendre son temps et l'écoute aussi pour régler tous les détails comme la famille le souhaite pour l'organisation des funérailles. Quelles études faut-il faire pour devenir... Il y a des études commerciales, c'est bien d'avoir ce côté-là. Et après, une formation spécifique à la profession, c'est une formation de 140 heures qui consiste une formation théorique sur la réglementation, sur la psychologie du deuil et sur l'accueil des familles et des stages pratiques. Comment faire face aux émotions fortes des personnes qui sont endeuillées C'est très difficile, on est des humains. Pour lutter, je dirais, il ne faut pas considérer toujours le côté personnel. On est là pour accomplir malheureusement qu'une tâche. On ne peut pas toujours pleurer avec la famille, mais c'est là pas toujours très évident. Parfois, un cas est plus dur qu'un autre. Quel service propose votre entreprise? On propose tous les services que l'on peut nous demander pour les obsèques, donc l'organisation des obsèques, avec l'inhumation ou la crémation. Pour l'inhumation, on a un service de marbrerie. On propose également les services de thanatopraxie, c'est-à-dire la préparation pour la présentation des corps, et également la crémation pour les familles qui le souhaitent, où nous travaillons avec le crématorium de Thionville. Merci Monsieur Pyrrhus, à vous les studios. On en apprend des choses. Restons dans les métiers en rapport avec le corps humain. C'est quand celui-ci est défaillant que l'on va rencontrer un médecin. Celui de Cattenom est également maire. Il a accueilli l'équipe d'Eva. Allons à sa rencontre. Oui Marie, je suis bien avec le docteur Chibi. Pourquoi vouliez-vous être docteur généraliste? Eh bien, cette idée m'est venue lorsque j'étais en première. C'est une vocation, la médecine générale, de soigner les gens.
Et j'ai fait des études scientifiques en classe terminale, puisque j'ai fait à l'époque mathématiques élémentaires, mais dans l'idée que je voulais faire médecine après. Et j'ai fait cette section dans le cas où je changerais d'avis pour intégrer une école d'ingénieur ou une faculté de sciences. Mais j'ai pas changé d'avis parce que la vocation était trop forte. Combien d'années d'études faut-il faire? Alors moi, personnellement, j'en ai fait 7, plus les stages alternés à la fin de mes études. Actuellement, je crois qu'il y a 8 années. Quelles sont les principales qualités pour exercer ce métier? Alors, il faut avoir beaucoup de patience, ne pas s'énerver, écouter les patients attentivement, écouter leurs plaintes et puis ne pas être trop pressé de terminer la consultation. En moyenne, combien avez-vous de patients par jour? Alors, actuellement, il y en a beaucoup. C'est à peu près 50 les lundis et les jeudis et entre 30 et 35 mardi, mercredi et vendredi. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Mais j'ai aussi une autre activité. Comme je suis maire de Cattenom, par semaine, c'est difficile à compter, mais tu feras le calcul. C'est en moyenne entre 15 et 16 heures par jour. Depuis combien de temps êtes-vous médecin généraliste? Alors, je serai au 15 juin de cette année médecin généraliste à Cattenom depuis 40 ans. En tant que maire et médecin, comment faites-vous pour gérer vos deux fonctions en même temps? Eh bien, parfois, je jongle un petit peu et puis j'essaye de concilier les deux de façon un peu harmonieuse en accordant du temps à une fonction et puis à mon métier. C'est pas toujours facile, de temps en temps, ça coince un peu. Surtout là, j'ai par exemple une réunion de bureau à 17h30 à la communauté de communes et je crois pas que je vais pouvoir y aller parce que j'ai des visites à faire à domicile. Donc, je vais quand même privilégier la médecine avant tout. Est-ce un avantage d'être médecin pour faire de la politique? Pas du tout. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais la politique de la ville. Je travaille en tant que maire pour les habitants de Cattenom. De temps en temps, certaines personnes m'interpellent au cabinet pour me présenter certains problèmes, mais c'est vraiment très rare. Et je crois que être médecin, ça a un avantage, c'est que on est proche des gens, on est à l'écoute des gens. Eh bien, à la mairie, il faut que ça soit pareil. Racontez-nous comment avez-vous eu l'envie de devenir maire? Oh, c'est une histoire un peu compliquée. J'étais déjà conseiller municipal de mon prédécesseur, M. Boller, depuis 12 ans. Et puis, j'estimais qu'en tant que conseiller municipal, la fonction n'était pas particulièrement valorisante pour moi. Et puis, suite à des pressions un petit peu de la population de Cattenom et avec une politique de l'ancien maire qui ne me plaisait plus trop, donc j'ai décidé de me présenter aux élections. Depuis combien d'années êtes-vous le maire de Cattenom? Eh bien, je me suis présenté pour la première fois en 1995, donc ça fait maintenant 21 ans. Et si on rajoute les 12 ans de conseiller municipal, eh bien, ça fait 33 ans. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir, à vous le plateau. Pour terminer, un métier moins traditionnel. Toiletteur pour chien. C'est Maëva qui s'est rendue à quatre pattes. Rectificatif, Marie. Je suis venue à pied. Bonjour, Madame Taichun. Bonjour. Pourquoi Qu'est-ce que vous a donné envie de faire ce métier? Tout simplement l'amour des animaux. Expliquez-nous les différentes étapes pour nettoyer les chiens. Alors d'abord, on commence par le brosser afin de lui enlever les nœuds les plus récalcitrants. Ensuite, on va tondre le chien, donc on peut varier de 1 mm à 2 cm. Ensuite, on les lave, on les sèche, on repasse à coups de tondeuse pour égaliser le tout. Et on leur nettoie les yeux, les oreilles et on leur coupe les griffes. Et ensuite, un petit coup de parfum et c'est fini. Quelle est la race la plus difficile Quelle est la race la plus difficile à nettoyer? À nettoyer, ça reste les gros chiens style bouvier bernois ou des choses comme ça, puisqu'ils sont très gros, très imposants et ils ont énormément de poils. Quelles qualités ne sont nécessaires pour exercer ce métier? L'amour des animaux et beaucoup de patience. Combien de temps dure un toilettage? Il faut compter environ 1h30. Et quel est le prix? Alors là, pour le chien que vous avez sur la table, de cette taille-là, c'est 40 €. Et ça varie
varie voilà, de 15 € à plus de 100 € en fonction de la taille du chien. Est-il plus difficile d'être à son compte ou d'être salarié dans une entreprise? Mais écoutez, moi j'ai toujours été à mon compte, donc je pourrais difficilement vous répondre à cette question, mais en tout cas, dans le toilettage, c'est plus simple d'être à son compte. Quelles études faut-il faire pour être toiletteur? Alors pour être toiletteur, il faut faire une formation théorique et pratique, donc beaucoup de stages en entreprise, et ensuite vous obtenez un diplôme de toiletteur canin. Merci. À toi Marie. Nous avons eu l'honneur de vous présenter des métiers de la commune qui en comportent encore bien d'autres. Ce sera peut-être l'occasion de nouveaux reportages l'an prochain. Merci de votre écoute et à une prochaine fois.